C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le capitaine Moussa Dadis Camara en prison. L'ex-dictateur guinéen et plusieurs de ses co-accusés ont été incarcérés à la veille de la tenue de leur procès. Ils vont être jugés ce mercredi pour le massacre commis le 28 septembre 2009 au stade de Conakry. Témoignages des victimes et retour sur cette journée avec notre correspondant à Conakry. Le Nigeria qui doit faire face aux pires inondations en 10 ans. Le bilan fait état de 300 morts. Les pluies ont également détruit les récoltes, aggravant une crise alimentaire qui touche déjà plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Et à la fin de ce journal, on vous plonge dans l'ancien royaume de Dahomey, dans l'actuel Bénin. C'est de l'histoire de sa reine que s'est inspiré le nouveau blockbuster américain The Woman King. Il retrace l'épopée extraordinaire des Amazones. Notre correspondante au Bénin, Emmanuelle Soji, vous raconte leur histoire. Reportage à suivre. Le capitaine Dadis Camara et 10 de ses co-accusés doivent répondre à partir de ce mercredi de leur responsabilité présumée dans le massacre du stade de Conakry le 28 septembre 2009. L'ex-dictateur exilé au Burkina Faso est arrivé ce week-end à Conakry. Il s'est présenté devant le procureur ce mardi et a été incarcéré à la veille de son procès. Écoutez son avocat. Nos clients ne devait courir aucun risque jusqu'à ce que l'audience s'ouvre, jusqu'à ce qu'une décision intervienne. À ce stade, ni le procureur de la République, ni la juridiction de jugement ne pouvaient priver nos clients de leur liberté dès lors que l'ordonnance, c'est-à-dire que la décision judiciaire qui est résultée de l'instruction et qui a permis l'organisation du procès n'indique une quelconque privation de liberté. À la veille d'un procès, on ne peut pas appeler les accusés, leur dire, bon écoutez, on vous envoie en prison, il n'y a aucun type de détention, mais hélas, nous avons été incompris. Voilà, il répondait aux questions de Malik Diakité, notre correspondant à Conakry, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Malik. Malik, quelles ont été les conditions de l'arrestation du capitaine Moussa Dadis Camara ? Bonsoir Myriam, comme vous le voyez, nous sommes devant le tribunal qui va abriter le procès du 28 septembre. Moussa Dadis Camara et 5 autres, ils sont arrivés entre 13h et 15h. Après 30 minutes avec le procureur, avec les juges d'instruction au sein même du nouveau tribunal, Moussa Dadis Camara et les 5 inculpés dans les massacres du 28 septembre 2009 ont été directement conduits à la prison centrale de Conakry et le cortège était très sécurisé. Moussa Dadis Camara est arrivé dans un véhicule tout noir. Il a suivi le bus qui a transporté les autres inculpés jusqu'à la maison centrale de Conakry. Malik, il n'a pas été le seul, vous le dites, à être arrêté. Qu'en est-il des autres accusés, justement ? Exactement, Moussa Dadis Camara n'est pas le seul qui a été arrêté aujourd'hui. Ils étaient au nombre de 6, parmi lesquels on peut citer Claude Pivy, qui a été à un moment le responsable de la sécurité présidentielle de l'ex-président Alpha Condé, et Colonel Kebro, qui est bien connu en Guinée, qui a été le secrétaire général de la lutte contre la drogue en Guinée. Ce sont les deux les plus connus aujourd'hui en Guinée. Ils ont été tous conduits parce qu'ils étaient encore en fonction sous le régime d'Alpha Condé. Mais ce soir, ils vont passer la première nuit à la maison centrale de Conakry. Merci beaucoup Malik Diakité, notre correspondant à Conakry. Nous suivrons bien évidemment avec vous ce procès. Et cela fait 13 ans que les victimes attendaient ce procès. Le 28 septembre 2009, ils étaient des centaines à s'être réunis dans le stade de Conakry à l'appel de l'opposition pour s'opposer à la candidature à la présidence du capitaine Dadis Camara. Selon de nombreux témoignages, les bérets rouges de la garde présidentielle, des policiers et des miliciens sont entrés dans le stade, en ont bouclé les accès et ont ouvert le feu sur les civils. Selon l'ONU, 157 personnes sont mortes, plus de 1500 ont été blessés et au moins 109 femmes ont été violées. Sarah Sako et Malik Diakité ont pu recueillir des témoignages. Reportage. Saran Cissé retrouve régulièrement d'autres victimes du massacre du 28 septembre dans ce centre. Il y a 13 ans, elle a subi un viol par un groupe de militaires en marge de la manifestation réprimée dans le sang. C'est avec un immense soulagement qu'elle accueille aujourd'hui l'ouverture d'un procès. J'ai décidé de ne pas pleurer.
Mais c'est quelque chose qui me ronge, qui a tout détruit en moi. Mais heureusement, aujourd'hui, je suis là. Je témoigne encore. Avant le jour J, les équipes de l'AVIPA, la principale association de victimes, sont plus mobilisées que jamais. Depuis l'annonce de la tenue du procès, des dizaines de personnes se sont manifestées auprès d'eux pour témoigner. Là, c'est le secrétariat. C'est là qu'on est en train d'enregistrer les victimes. L'association nourrit beaucoup d'espoir. Nous voulons vraiment la vérité. Nous voulons qu'il y ait des réparations. Nous voulons une reconnaissance nationale pour toutes les victimes des événements du 28 septembre. Et nous espérons avoir une justice claire, transparente, pas de parodie de justice. Et en présence de tous ceux qui ont été inculpés dans ce dossier. 13 personnes sont inculpées. Le plus attendu sur le banc des accusés, c'est le capitaine Moussa Dadis Camara, à la tête de la junte au pouvoir au moment de la tuerie. Ses avocats confirment qu'il se présentera bien devant les juges. Il est aujourd'hui pressé pour se présenter devant les magistrats en charge de ce dossier, livrer sa part de vérité et laver son honneur et son intégrité qui ont été souillés pendant 13 ans par ces accusations fallacieuses qui ne se reposent sur aucun élément probant. Les autorités assurent que tout est fin prêt pour le bon démarrage de ce procès historique. Et puis c'est en ce jour anniversaire qu'Amnesty International a choisi de publier son rapport sur les violences sexuelles en Guinée. L'ONG a réclamé une meilleure prise en charge des victimes de viols et l'adoption en urgence d'une loi générale sur les violences basées sur le genre. Le Burkina Faso, toujours la cible des terroristes islamistes. Selon l'armée, plusieurs personnes auraient été tuées lundi dans l'attaque d'un convoi de 150 véhicules transportant des marchandises vers Djibo, une ville du nord du pays. Des dizaines de camions ont été détruits. On part à présent au Nigeria. Le pays connaît ses pires inondations en 10 ans. Le bilan fait état de 300 morts et 100 000 déplacés. Les pluies ont également anéanti les récoltes, aggravant une crise alimentaire qui touche déjà plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Laurent Berstecher. Entre deux orages, Kabirou Assalan erre dans sa plantation de riz, ravagée par les inondations. De retour au village, le jeune agriculteur profite d'une rare éclaircie pour sauver ce qu'il reste de sa récolte. Les inondations ont apporté du sable qui a complètement recouvert nos rizières. Nous essayons de récolter le peu qu'il nous reste. Les pluies n'ont jamais été aussi destructrices. Depuis plusieurs mois, des pluies torrentielles s'abattent sur une partie de l'Afrique de l'Ouest, provoquant d'importantes inondations et ravageant les récoltes. Au Nigeria, l'un des pays les plus touchés, des milliers d'exploitations agricoles ont été détruites depuis le début de l'année, menaçant d'aggraver une crise alimentaire qui sévit dans les régions les plus pauvres. Au-delà des pertes immédiates, les inondations ont recouvert les champs de sable et de bitume, rendant la terre stérile, impossible donc de replanter pour l'instant. Désemparés, ces agriculteurs lancent un appel à l'aide. Nous appelons le gouvernement et les agences internationales à nous soutenir. Nous demandons à tous ceux qui le peuvent de faire preuve de compassion et de nous venir en aide. Les inondations ont déjà fait plus de 300 morts et 100 000 déplacés dans le nord du Nigeria depuis le début de l'année. Le roi du Maroc, Mohamed VI, officiellement invité au sommet de la Ligue arabe qui se tiendra en début novembre à Alger. Un émissaire du président algérien Abdelmadjid Tebboune a remis mardi à Rabat une lettre d'invitation au roi. La rumeur de la participation du Maroc au sommet à Alger circulait déjà depuis plusieurs jours. Le climat entre les deux pays voisins est très tendu en raison de la question du Sahara occidental. Cette décision des autorités nigériennes, le pays a suspendu le transit des produits pétroliers destinés au Mali voisin pour des raisons sécuritaires. En raison de la menace grandissante des groupes djihadistes, les produits destinés à la mission des Nations Unies au Mali sont toutefois exemptés de cette suspension.
Ce procès sans précédent au Sénégal, des pêcheurs et des associations locales attaquent en justice une usine de transformation de poissons pour des raisons environnementales. Des usines souvent accusées par les locaux d'être responsables de la raréfaction de la ressource et d'une grosse pollution. Reportage d'Eliman Dao. Mobilisation exceptionnelle devant la cour d'appel de Thiès. Un collectif d'habitants du village de Kayar, au nord de Dakar, est venu réclamer la fermeture de l'usine de farine de poisson TPM, ex-Barna Sénégal. Cette usine fonctionne sans respecter les normes environnementales, sans même se conformer aux recommandations qui lui ont permis d'obtenir un agrément frauduleux. Le collectif, appuyé par Greenpeace, dénonce des déversements de déchets à l'odeur nauséabonde aux abords d'un lac contigu au village. Il fustige également une exploitation abusive des ressources halieutiques. 5 kilos de poissons vont servir à fabriquer 1 kilo de farine de poisson, destinée à aller nourrir des animaux de compagnie, des poissons d'élevage dans les pays développés. Et le paradoxe, c'est que ce poisson-là qui est transformé en farine pour aller nourrir des animaux, c'est la nourriture de base des populations sénégalaises. En cette période d'hivernage marquée par la baisse des débarquements au quai de pêche de Kayar, les femmes transformatrices de poissons sont presque en chômage technique. Mariama dénonce une concurrence déloyale de l'usine. L'usine s'accapare tout le poisson débarqué à quai. On n'arrive plus à travailler, il n'y a plus de poissons. L'entreprise Touba Protéines Marines rejette les accusations à son endroit. Son PDG dit employer 60 personnes directement et 300 indirectement. Selon lui, l'usine respecte toutes les normes. Une usine de parfumerie sans du parfum. Une usine de viande sans de la viande. Mais une usine de poisson sans du poisson. Celui qui pille le poisson, il doit avoir une licence de pêche et des bateaux. Il n'y a aucune usine de farine de poisson au Sénégal qui a une licence et qui a un bateau. Ils ne veulent pas qu'on se développe. Et maintenant, ils se mêlent derrière des jeunes, des chômeurs, 3 ou 4, qui se manipulent pour dire que nous sommes Tahaou Kayar. Ils n'amènent rien. Qu'est-ce qu'a construit Greenpeace? Le procès qui oppose les différentes parties est renvoyé au 6 octobre. Quand l'extraordinaire histoire des Amazones du Dahomey inspire un film américain à gros budget réalisé par Gina Prince Batewood avec en tête d'affiche Viola Davis, The Woman King s'inspire de l'histoire extraordinaire des Amazones et de sa reine. Notre correspondante au Bénin, Emmanuelle Soji, s'est rendue à la source dans l'ancien royaume du Dahomey. Reportage. Dans l'actuel Bénin, les vestiges du Dahomey, l'un des plus puissants royaumes d'Afrique de l'Ouest au XVIIIe siècle, s'étend sur près de 48 hectares. Les Amazones ont été vaincues par les troupes coloniales françaises, mais leurs danses et leurs chants de guerre sont restés intacts depuis 4 siècles. Elles s'enveloppent de courage en exécutant cette chorégraphie et ces chants forts. Elles constituent une meute de hyènes qui est assoiffée de sang. À l'origine de cette troupe d'élite, appelée Agodje en langue locale, c'est la reine Tassi Angbe, seule femme à avoir régné. Ayant pris le pouvoir par accident à la mort de son frère jumeau, le roi Akaba, elle décide de se travestir en homme. Elle crée une garde rapprochée, 100% féminine, parce qu'elle se méfie des hommes qui ne concevaient pas sa présence au pouvoir. La reine elle-même allait à la guerre, même quand elle était enceinte et aussitôt après avoir accouché. Les hommes la méprisaient, elle n'avait pas confiance en eux. C'est donc ce régiment de femmes qui l'a aidée à régner. Malgré tout, son règne n'a duré que 3 ans. Un de ses frères l'a fait abdiquer en tuant son fils. De l'histoire de la première des Amazones, l'actuelle représentante en a hérité cette massue, symbole du pouvoir. Il reste peu d'objets ayant appartenu aux Amazones du Dahomey, la plupart ayant été emportées par les troupes coloniales françaises. Elles ont toutes une dague comme ça, fixée à la ceinture. Elles avaient également une arme blanche qu'on appelait la dent, qui est métallique pour égorger les soldats ennemis. Cette fabuleuse histoire des Amazones, surpassant les hommes, a tenté d'être effacée. Ce jour-là, Gabin Djimassé est tout heureux d'annoncer à ce descendant d'Amazone la sortie d'un film en Occident qui évoque leur histoire. Je suis content qu'il y ait un film, car ça fait la promotion de ma culture, de mes origines. Les femmes se sont sacrifiées pour la défense de ce pays, mais plus personne n'en parle. Aujourd'hui, justice est rendue. Quel que soit le contenu du film,
l'essentiel qu'on en parle. Longtemps, la vie de la seule femme régnante de l'actuel Bénin a été occultée dans les programmes scolaires. Désormais, les Béninois sont fiers que l'histoire de la première des Amazones et de son corps de femme soldat fasse le tour du monde. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de nous être fidèles. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Célia Caracena. Merci à nos correspondants sans qui ce journal ne pourrait pas se faire.